J'ai le plaisir d'être aux côtés d'Olivier Dufay de WebRank Info Salut. et également Nicolas Mercatilli de Semjus. Hello à tous. Et donc, l'idée de ce premier webinaire SEMJ, eh bien, c'est de vous aider à attaquer l'année 2023 avec un maximum de sérénité. Comment? Parce que je suis persuadé que vous avez probablement des forts objectifs d'un point de vue SEO sur 2023. Eh bien, l'idée, ça va être de répondre à un maximum de vos questions sur les 3 piliers du SEO pour qu'à la fin de ce webinaire, vous puissiez repartir avec un maximum de réponses et donc pouvoir ensuite attaquer cette année 2023 en toute sérénité. Alors, j'en profite d'ailleurs, on est le 31 janvier, donc il est encore temps, c'est la dernière ligne droite pour souhaiter la bonne année à tous et tous les meilleurs vœux pour cette belle nouvelle année. Ce que je vous propose, Nicolas, Olivier, bon, je pense que la grande majorité vous connaissent, mais sait-on jamais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Olivier, je te laisse commencer. Oui, eh bien écoute, moi je fais du SEO depuis plus de 20 ans. Je suis peut-être plus connu pour le site WebRank Info, un site d'information sur le référencement, voilà, que j'ai créé il y a 20 ans, 21 ans bientôt. Je suis consultant SEO, donc voilà, j'accompagne des clients, audit, conseil, accompagnement. Et puis, je suis aussi cofondateur de Rankimetrics. Donc, j'ai fait déjà 15 ans de formation. Je me rappelle d'ailleurs de Nico, qui avait participé il y a si longtemps. Parfait. Et Exactement. d'ailleurs, quand je dis Nico, il va falloir que je fasse gaffe, parce qu'il y en a deux. Ah oui. C'était moi. Et puis, depuis 5-7 ans, je développe la plateforme d'outils SEO qui s'appelle MyRankimetrics, qui permet de faire des audits techniques, du suivi SEO, l'analyse des actions d'optimisation qu'on a faites, etc., etc. Voilà, je vous invite à aller tester ça gratuitement. Top. À ton tour, Nicolas. Allez, Nicolas Mercatilli. Donc, moi, je suis le cofondateur de la plateforme semjus.com. Donc, Semjus, on accompagne des clients à gagner en visibilité sur Google grâce à 2 leviers. Le premier, ce sont des stratégies donc de rédaction web et également des stratégies de lien. Donc le tout clé en main. On s'occupe de tout. Vous venez, on s'occupe de la stratégie, de faire les briefs, de rédiger, de publier. Voilà, c'est vraiment du clé en main. Je suis également donc ambassadeur SEMrush, formateur Google où j'anime des ateliers SEO régulièrement, ambassadeur PrestaShop également et aussi le fondateur de WP Rank qui distribue donc un thème SEO et un plugin d'obfuscation pour WordPress et WooCommerce. Et effectivement, je suis dans les SEO depuis pas mal d'années et je me suis formé auprès des meilleurs, dont Olivier Dufay. Il y a pas mal d'années en arrière. J'ai fait nombreuses de ces formations voilà, qui m'ont donné pas mal de notions pour me lancer à l'époque. Ouais. Donc c'est un plaisir de faire ce webinaire également avec lui. Ouais, très important, hein, les formations en SEO, hein, on le sait tous, hein, le SEO, ça bouge vite et c'est très bien de se faire former pour gagner du temps. Et donc, pour ma part, Nicolas Nguyen, cofondateur de SEMJ. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est éditeur de logiciels. On propose une plateforme SaaS SEO pour vous aider tout simplement à produire des contenus SEO plus performants en moins de temps. Et donc, nos clients, en moyenne, gagnent plus 40% de trafic sur leur contenu grâce à SEMJ. Donc, n'hésitez pas, si vous n'utilisez pas encore SEMJ, à nous faire une demande de démo. Allez, c'est parti. On va attaquer les questions. Vous verrez, c'est en 2 temps. Puisqu'en amont, nous avons récupéré un certain nombre de questions, alors plusieurs centaines, plus de 100 questions, et donc on a sélectionné une bonne partie pour y répondre au fur et à mesure des slides, hein, des questions sur les 3 piliers. Et ce que je vous propose, en parallèle, vous avez également un onglet questions à droite qui vous permet de poser des questions, et donc à la fin de ce webinaire, eh bien, nous sélectionnerons les questions qui ont également le plus de votes, puisque je le rappelle, hein, le but c'est de répondre à un maximum de vos questions sur les 3 piliers du SEO. Et donc, nous allons attaquer par une question qui est probablement, dans tout le lot de questions, c'est la thématique qui est ressortie le plus. C'est la tendance du moment, hein, ChatGPT. Que pensez-vous de l'utilisation de l'IA dans le SEO?
est-ce qu'il y a des risques dans l'utilisation de ChatGPT? Est-ce qu'il y a également des opportunités pour la partie contenu? Et je propose qu'Olivier, tu commences à donner ton avis sur cette partie-là. En plus, tu avais rédigé sur WebRankInfo plusieurs articles sur le sujet. Oui, j'ai effectivement publié un article qui a eu un de mes records de succès d'ailleurs, qui listait les façons d'utiliser ChatGPT pour le SEO, selon ce que je conseille moi, avec un préambule qui est attention, ne cédez pas à la tentation d'utiliser l'outil pour vous générer des textes et les publier tels quels sur votre site. On pourrait très bien dire, si vous voulez le faire, vous pouvez, mais faites-le pour vos propres sites. Et ça, j'en ai pas vraiment parlé parce que c'est pas mon sujet. Moi, je m'intéresse aux sites pour les clients ou nos money sites. Voilà. Donc pour cela, je déconseille d'utiliser ce qui sort de ChatGPT directement. D'ailleurs, on parle de ça, mais bon, il y en a plein d'autres des outils de génération de texte. Par contre, ce serait vraiment une bêtise de l'ignorer, de cracher dessus. Il peut nous aider énormément, encore une fois, à gagner du temps. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent avec l'IA, je pense. Dans les phases amont du SEO, de la recherche de mots-clés, par exemple, la recherche d'idées, mais plein d'autres petits trucs qui vraiment font gagner du temps, quoi. Donc ça, c'est... ils diront, on voit sur WebRankInfo quelle est ma liste. Voilà un peu mon point de vue global. Voilà, je laisse la parole à vous aussi. Nico ? Alors, de mon côté, moi, surtout ce que je veux dire, c'est que l'IA ne doit pas venir remplacer le rédacteur. Et c'est un petit peu le souci, c'est qu'aujourd'hui, on entend trop de personnes qui essaient justement de se séparer de leur rédacteur pour utiliser que l'IA. L'IA, c'est un gros gain de temps. Ça permet de gagner pas mal de temps, de traiter des sujets plus en profondeur et plus rapidement, de plus rapidement mettre en forme également un contenu. Mais voilà, ça doit rester vraiment une aide au niveau du rédacteur et ça ne vient pas remplacer le rédacteur. Aujourd'hui, il faut vraiment le voir comme ça. C'est vraiment une aide. On vient gagner du temps en utilisant l'IA. Après, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, et notamment Google l'a annoncé il n'y a pas très longtemps, c'est que un contenu qui soit produit par l'humain ou par l'IA, il y a aucun problème pour Google à partir du moment où le contenu répond à l'intention de recherche et qu'il est qualitatif. Donc aujourd'hui, l'IA n'est pas pénalisée. Hein. On peut avoir des textes produits par l'IA qui sont qualitatifs et qui seront bien positionnés, qui n'y aura aucun souci. Par contre, voilà, il faut éviter d'en abuser et de produire du contenu qui serait peu pertinent et c'est ce qui risque d'être pénalisé dans le futur. Voilà. Moi, je me permettrais de rajouter que c'est important d'avoir en tête une statistique. C'est qu'aujourd'hui, il y a seulement 10% des pages web qui captent du trafic SEO. D'accord ? Ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que pour viser le top 3, qui est un peu là où ça se passe niveau trafic, on ne va pas se mentir d'un point de vue SEO, de toute façon, Google va vouloir positionner les contenus les plus utiles aux internautes. C'est quand même son combat depuis un certain nombre d'années, mettre en avant des contenus pertinents par rapport à un mot-clé. Clairement, ChatGPT, il y a plusieurs types d'utilisation. La barrière à l'entrée pour rédiger un contenu, la barrière baisse, puisque avant, fallait prendre du temps de rédiger. Là, avec l'IA, on peut rédiger plein de mots très rapidement. Par contre, du coup, d'un côté, il y aura des contenus IA médiocres. Et les contenus médiocres, est-ce qu'ils se positionneront dans le top 3 sur le long terme ? Ça, j'y crois à moitié. Par contre, utiliser l'IA, en effet, comme un assistant qui donne des idées, qui permet d'aller beaucoup plus loin sur créer un contenu de qualité meilleur que les concurrents, là, l'IA peut vraiment aider, notamment sur cette partie idéation qui est vraiment top. Mais par contre, voilà, c'est important derrière d'apporter votre expertise pour faire un contenu qui est beaucoup plus quali et pas juste un contenu standard IA de base qui est médiocre. Ça, c'est vraiment un point, je pense, important et qui soulève beaucoup de questions en ce moment à ce niveau-là. Un dernier détail très vite. Je pense qu'il y a un problème parce qu'à court terme, on peut très bien avoir du succès en fait avec des sites, avec des pages que Google n'a pas encore si bien évaluées que ça. Peut-être qu'il n'a pas de data sur l'expérience des utilisateurs sur cette page notamment. Et donc, à court terme, on peut croire que ça va marcher. Et si on se lance trop vite dans des stratégies basées
en fait un peu trop sur du texte rédigé IA. À court terme, on va trouver ça bien, et puis un jour, on va être devant un mur, quoi. Voilà. Donc, faites gaffe, quoi. Attendons un peu de voir 6 mois passer pour mieux comprendre. De toute façon, c'est sûr que si vous voulez miser sur du long terme, c'est créer des contenus de qualité. Créer des contenus de qualité, ok, qu'il y ait l'IA qui aide ou pas, mais dans tous les cas, il faut l'humain. C'est la clé de tout, hein. C'est sûr. Allez, on passe à la question suivante, qui est une question qui revient assez souvent également. Donc, un client souhaite créer un blog pour son site. Est-il mieux qu'il le crée sur un autre nom de domaine, alors j'imagine un nouveau nom de domaine, ou peut-il le faire sur son site principal? Alors là-dessus, moi personnellement, j'ai un avis plutôt tranché, qui est votre site principal, en général, il a une autorité, hein, il a des backlinks, des referring domains, donc il a une autorité de nom de domaine d'un point de vue netlinking. Donc moi, je vous recommande du coup de créer votre blog directement sur votre site principal pour que les contenus bénéficient de cette autorité, notamment grâce au maillage interne, et donc que les contenus, du coup, se positionnent beaucoup plus facilement sur Google et donc que vous ayez un meilleur ROI. Si demain, vous créez votre blog sur un nouveau nom de domaine, vous repartez de zéro et les mêmes contenus que vous allez créer, hélas, a priori, ont beaucoup plus de mal à se positionner sur Google. Hein, donc plutôt sur votre site principal. Tout à fait. Et puis ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que le blog va permettre de créer des contenus qui seront pertinents, qui vont faire en sorte que le blog va bien se positionner. Ça va venir aider justement le site, la boutique est derrière. J'ai accompagné pas mal de clients e-commerce comme ça sous PrestaShop, et donc ils avaient leur nom de domaine avec leur boutique, ils avaient un blog à créer, souvent sur WordPress, et souvent je leur faisais mettre en /blog justement parce que justement c'était le même nom de domaine, et comme a dit Nicolas, on vient travailler la même popularité du même domaine, alors que si on a deux noms de domaine différents, mais il faut travailler deux stratégies différentes au niveau des liens également. En fait, tu sais, la question, à mon avis, c'est qu'il y a des gens qui pensent que l'intérêt du blog, c'est de faire des liens vers le site principal. Alors que là, tous les deux, vous avez surtout parlé de l'intérêt de faire ranker tout simplement les contenus du blog. Et je suis d'accord complètement avec vous. Je ne reviens pas sur les arguments, mais justement pour ceux qui se disent « Ouais, c'est bon, ça va me faire des liens vers mon site principal », ben ok, mais ça va faire un site qui fait des liens. Un. Voilà, génial. C'est surtout le nombre de sites qui compte, hein. Ce n'est pas vraiment le nombre de backlinks. Voilà. Oui, puis si c'est un lien depuis un site qui a une faible autorité, ton lien, il ne vaut pas grand-chose. Et il faut savoir qu'un contenu, ça coûte cher. Hein. Et pas que en rédaction. Hein. Le temps passé en amont et en aval d'un contenu, voilà, ça a un coût, le contenu. Donc, je rappelle aussi que les internautes, avant d'acheter, ils passent 90% de leur temps à s'informer. Et donc, vos contenus informationnels, notamment ceux qui sont sur votre blog, ils sont là justement pour capter du trafic et aider du coup à créer de la conversion pour votre business. Donc, très important. À ton tour, Nicolas. Allez, la question suivante. Donc, le fait de poster souvent sur Google contribue-t-il au SEO de son site web? Le fait de publier régulièrement, effectivement, est un bon signal. Hein. Plus on va alimenter son site, son blog, mieux c'est. Comme l'a dit Nicolas, en fait, le blog permet de capter une audience, de proposer des contenus qui sont informatifs. Ces contenus-là vont bien se positionner et vont aider justement le site derrière à se positionner. Plus on va publier du contenu qui sera pertinent, mieux on va augmenter son budget de crawl, et du coup Google viendra plus souvent sur le site, il restera plus longtemps et on aura automatiquement une meilleure indexation. Donc oui, bon, il faut régulièrement publier. J'essaie de conseiller à mes clients qui étaient e-commerçants de publier au moins une fois par semaine, c'est le minimum pour moi, un contenu par semaine, et si vous pouvez en faire beaucoup plus, tant mieux. Et ça permet aussi d'aller chercher une sémantique. Vous n'avez pas forcément sur votre boutique, vous avez une boutique qui vend certains produits, vous avez des mots-clés qui sont déjà positionnés grâce à votre boutique, à votre catalogue de produits. Le blog peut permettre justement d'aller chercher des mots-clés qui sont différents, qui sont associés à ce que vous faites, mais qui ne sont pas forcément des produits que vous proposez, mais vous pouvez justement capter une audience grâce à ces mots-clés-là et leur positionner justement les produits que vous me proposez. Et nous, sur SEMJust, on le voit souvent, quand on alimente des sites régulièrement, automatiquement pour nos clients, automatiquement derrière, on voit que en termes de positionnement, de mots-clés, de visibilité, le site augmente bien.
Hop. Olivier? Alors, est-ce que les contenus masqués dans des accordéons ou des onglets ont réellement un impact négatif sur le positionnement d'une page, et notamment quel impact depuis l'indexation mobile first? Donc, les contenus masqués n'ont pas un impact négatif à ma connaissance. Il n'y a pas de souci. Si, évidemment, en fait, c'est fait pour l'internaute et que ce n'est pas dans une logique d'essayer de gruger Google, bon, évidemment. Deuxième point à vérifier, faut que le contenu soit quand même dans la page HTML. En fait, il est juste caché en CSS. Hein. L'internaute, il clique sur un accordéon ou un onglet et ça masque ou ça affiche un contenu. Ce n'est pas un coup de JavaScript, même en Ajax, qui va aller récupérer un contenu. Parce que là, dans ce cas-là, Google, il ne le verrait pas. Indexation mobile first, bon, pour ceux qui ne voient pas bien ce que c'est, enfin, ça commence à dater. Hein. C'est le fait que Google, maintenant, il indexe par défaut tous les sites en mobile. Et donc, ce qui fait foi, c'est ce que son robot mobile voit quand il vient sur vos pages. Donc, c'est vrai que c'est plus souvent sur mobile qu'on va essayer d'utiliser ces techniques parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace à l'écran. Vérifier que Google accède bien au contenu. On peut le faire un test dans la Search Console ou dans un outil de test de compatibilité mobile parce que ça permet de récupérer le code HTML que Google a vu. Et là, vous vérifiez que le contenu, il est dedans. Voilà. À part ça, ça pose pas de problème. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser principalement sur les pages d'accueil d'un site. Sur la page d'accueil, j'aime bien mettre suffisamment de sémantique au-dessus. Et le problème, c'est qu'un gros pavé de texte sur une page d'accueil, c'est pas forcément très esthétique, notamment sur mobile. Et du coup, de le fait d'en masquer une partie, de le tronquer, voilà, ça reste pertinent, ouais, pour pas trop alourdir visuellement la page d'accueil. Oui, d'ailleurs, on peut utiliser notamment les accordéons pour tout ce qui est FAQ. Hein, questions-réponses sur une page service, éventuellement même sur une catégorie e-commerce. Et en plus, du coup, profiter de ces FAQ pour les mettre dans les schémas et pour faire en sorte que, du coup, dans Google, on ait directement les questions-réponses sur les SERP. Ça peut être en plus une manière d'aller chercher plus de visibilité et d'optimisation sémantique. Ouais. C'est vrai que les FAQ se positionnent très bien sur les pages catégories. Ouais, vous pouvez taper carte de visite sur Google, vous verrez de quoi je parle. Alors, elle était mignonne, cette question. Quelle stratégie est à déployer pour atteindre la page numéro 1 du mot-clé Tribofinition et y rester? Pourquoi elle est mignonne? Parce que déjà, elle est large. Hein. Comment je fais pour atterrir en première page? Puis le mot-clé m'avait interpellé. Donc là, j'ai un peu triché, j'ai quand même mis une slide. Normalement, on ne mettait pas de slide. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de partager avec vous, en tout cas, moi, ma manière d'analyser, je dirais, de manière un peu macro les choses. Tribofinition. Alors, je ne sais pas ce que c'est, tribofinition, mais la première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà analyser qu'est-ce qui se positionne en première page. Hein. Ça, c'est le premier réflexe à avoir. Donc, j'ai tapé dans href tribofinition. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en premier, j'ai Wikipédia. Ensuite, je vois un résultat qui est ce qu'est la tribofinition, point d'interrogation. Et ensuite, je vois les bases de la tribofinition. Déjà, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, là, on est plutôt sur de l'informationnel. Hein, ce n'est pas des catégories commerce pour acheter des appareils. Non, non. Là, c'est un contenu édito qui a pour enjeu d'expliquer ce qu'est la tribofinition. Donc, la base de tout, déjà, pour ranker en première page Google, ça va être de créer un contenu qui explique ce qu'est la tribofinition. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape après, c'est de se poser la question, est-ce que d'un point de vue popularité netlinking, mon site web a la capacité de se positionner? Là, personnellement, moi, j'ai regardé notamment le RAND domaine, le domain rating, qui est une note de 0 à 100 d'un href. Globalement, pour la faire courte, quand vous êtes en dessous de 40, c'est pas fou. Quand vous êtes au-dessus de 50, c'est pas mal. Et au-dessus de 70, vous cartonnez. C'est-à-dire que votre site web, il a une très forte autorité. Là, ce qu'on peut voir, bon, ça va être peut-être compliqué de dépasser Wikipédia, hein, on ne va pas se mentir. La deuxième place, ça dépend. Est-ce que vous avez un rang de domaine qui est quand même assez costaud de 50? Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que je peux viser la troisième position, même avec un site web à faible autorité, puisque le rang de domaine est de 9. Hein, donc 9, c'est très très faible. Hein. Donc ça, c'est la deuxième étape où je me dis, ah cool, je peux aller viser le top 3 même avec un site web à faible autorité.
par contre, là, c'est la troisième étape d'analyse. Là, on peut voir que le troisième résultat, il reçoit quand même sur cette URL 3 referring domaines, donc 3 liens depuis 3 sites web différents. Donc là, j'ai peut-être un intérêt, si je veux justement vraiment aller chercher le top 3, eh bien, à acquérir des liens directement sur mon nouveau contenu que j'ai créé. Ça, c'est vraiment le top du top. C'est quand vous avez le contenu et vous avez également des liens, et ben, vous augmentez d'autant plus vos chances de viser le top 3. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, l'étape d'après, ça va être également de montrer à Google qu'on est expert sur ce sujet-là, sur notre site web, et on va créer tout un tas de contenus connexes à la Tribofinition, donc sur la longue traîne, sur les mots-clés connexes, pour faire un effet de cocon sémantique et montrer à Google qu'on est vraiment expert du sujet à travers plusieurs contenus. Donc voilà pour répondre à cette question qui est large. À ton tour, Nico. Allez, réaliser un cocon sémantique pour pousser une de mes pages est-il aussi puissant que d'acheter des liens? Alors, que ce soit cocon ou lien, mais les deux sont importants et on ne peut pas remplacer l'un ou l'autre. Quand je dis cocon, j'associe aussi à la rédaction. Voilà, vous devez avoir ces deux leviers automatiquement. Après, il faut savoir que le cocon, lui, il est là pour venir pousser, une page en interne, une ou plusieurs pages. Donc le cocon, il y a différentes pages du cocon qui viennent sur la page de pilier, et cette page-là, elle vient pousser des pages qui seraient une page de service, une page de vente, un produit ou une catégorie ou autre. Le but est d'utiliser les deux conjointement. Le cocon, on peut venir l'alimenter donc avec du lien externe, et si on n'a pas du lien externe, le cocon, il n'a pas forcément de jus à transférer vers la page. Donc il faut avoir en premier du lien externe qui envoie donc du jus sur le cocon, et le cocon vient pousser après une page en interne. Donc le cocon est pertinent, ça reste pertinent. Je recommande d'en faire à ceux qui peuvent déployer cette stratégie-là. Et ça permet aussi, quand on fait du lien, d'envoyer plus de liens vers différentes pages. C'est-à-dire, comme le cocon est fait pour pousser une page principale, on peut envoyer du lien sur différentes pages, et tout ce jus-là est canalisé et renvoyé vers la page cible, la page business que l'on cherche à pousser. Olivier, tu vois quelque chose à rajouter sur cette partie ? Non, à part que moi je pense qu'il faut d'abord faire le contenu et ensuite le pousser par des liens, et la quantité de liens, elle dépend tout simplement de la concurrence. Il y a pour des pages un peu précises, quoi. On peut très bien évidemment n'avoir aucun backlink, et dès qu'il y a de la concurrence, il en faut. C'est assez simple de dire ça comme ça, mais voilà. Et suivant aussi l'autorité du domaine. Quand on a un très 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 gros domaine, effectivement, simplement le contenu peut suffire à se positionner. Mais dans la plupart des cas, il faut associer les deux. Ouais. Enfin, dans ce cas-là, c'est grâce à notre maillage interne. C'est pas juste je publie une page sur mon site à forte autorité, hop, ça fonctionne. Ça fonctionne grâce au maillage interne. Bien sûr. Il faut quand même aussi faire gaffe. Si une des pages du cocon, elle reçoit un seul lien interne, à mon avis, on a raté notre truc, quoi. Voilà. Ça suffira pas. Oui, le maillage interne est super important. Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire, déjà, le cocon sémantique, par exemple, en e-commerce, vous avez une catégorie pour vendre des perceuses. Déjà, vous allez créer 20-30 contenus pour aider l'internaute autour de la perceuse, comment choisir une perceuse, les avantages et les inconvénients de chaque type de perceuse, etc. etc. Rien que ça, déjà, ça va pousser vos pages catégorie e-commerce, parce que Google va se dire, OK, niveau contenu, ce site web-là, il est top par rapport au site concurrent. Et clairement, l'étape 2 derrière, pour aller encore plus loin, c'est d'envoyer une campagne de netlinking. Là, c'est le nec plus ultra quand il y a les deux, clairement. À ton tour, Olivier. Alors, comment influencer Google pour qu'il utilise mes métadescriptions? Bon, question assez simple, même si on n'a pas une réponse, une solution à tout, on va dire, parce que tout simplement, vous n'avez pas de garantie que Google utilise votre métadescription. Alors, quand on dit utiliser la métadescription, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça serait le texte que Google affiche dans les SERP, le fameux snippet, l'extrait. En fait, Google, il s'adapte à l'internaute, à sa recherche, et il compare à votre contenu. Bon, c'est sûr que si vous mettez la description, elles sont toutes automatisées ou très rapidement faites, vous réduisez vos chances que Google les utilise.
Donc, généralement, moi, j'ai un peu deux parties dans une métadescription. Il y en a une qui décrit très précisément ce qu'on trouve dans la page. Donc, il y aura des mots-clés. Et la deuxième partie, sachant qu'on a à peu près, je ne sais plus, 160 caractères environ. La deuxième partie, elle est plus orientée marketing. Vous allez peut-être donner des arguments pour faire venir un internaute sur votre site. Vous pouvez utiliser votre marque à cet endroit-là. Vous pouvez mettre des arguments qui n'ont rien à voir avec le SEO, hein, genre livraison offerte à partir de machin, etc. Mais vous n'avez pas de garantie que Google les utilise quand même. Ouais, c'est pas simple, hein, cette partie-là. C'est comme les titres. Ouais. Google fait sa loi. Avez-vous des retours d'impact de la dernière mise à jour Google Helpful Content sur les sites français? Alors, pour ma part, j'ai deux retours à vous faire. Sur un premier retour qui concerne les clients qui utilisent SEMJ. L'avantage, c'est qu'on a 400 sites web clients connectés dans SEMJ, où on a les statistiques Search Console, Google Analytics, etc. Puis bien, on a aussi nos équipes qui échangent régulièrement avec nos clients. Bon, il n'y a pas de baisse de trafic, hein, parce que bon, on travaille plutôt avec des marques qui font des contenus de qualité. Il n'y a pas de sujet. Donc, si vous faites des contenus pertinents pour l'internaute, vous n'avez pas à vous inquiéter. Par contre, j'ai un autre retour à vous faire, puisque je suis l'évolution de plusieurs sites Black Hat. Hein, il y a une grande tendance depuis l'arrivée de GPT, il y a plus d'un an maintenant, de sites web, de réseaux de sites web à coup de génération automatique de contenu full IA, hein, il n'y a pas d'humain quasiment. Et on parle de sites web avec 10 000 contenus chacun générés par l'IA. Bon, bah, ceux-là, autant en plus, les US avaient commencé à se faire dégommer quelques mois à l'avance, mais là, ça y est, hein, les sites français full IA, moi j'en vois beaucoup tomber, parce que globalement, ça polluait les SERP Google. Dès lors que vous tapiez un mot-clé d'ultra longue traîne, vous pouviez tomber sur plein de sites IA. Alors, il en existe encore, hein, l'algo n'est pas parfait, mais je pense que clairement, Google cible ces fameux sites Black Hat très spammy d'un point de vue contenu, quoi. Nicolas, Olivier, vous voulez peut-être rajouter un point là-dessus, de votre côté? Ouais, de mon côté, pareil, j'ai pas forcément vu d'impact. Ouais, juste pour rebondir Olivier, sur tes exemples de sites Black Hat, là, Nicolas, il y en a aussi qui ont 100%, enfin, c'était peut-être ça dont tu parlais, hein, qui ont 100% automatisé avec en fait du scrapping et des trucs du genre. C'est marrant, ça fait 10-15 ans que Google lutte contre ce genre de choses. C'est juste qu'aujourd'hui, on sait les produire peut-être plus rapidement et de manière a priori, en lisant rapidement les choses, de meilleure qualité que ce qu'on faisait avant. Et pourtant, Google, effectivement, il a l'air de réduire le nombre de mois nécessaires pour les choper. C'est quand même encore un nombre de mois, hein. Mais donc, je ne sais pas, c'est entre 3 et 6 mois maxi, à peu près la durée de vie de ces sites, quoi. Oui, sachant qu'en plus, Google a publié un papier de recherche, notamment sur sa capacité sur des algos de détection automatique de contenu IA. On peut imaginer, bon, quand même, que si Google voit un site web avec certaines statistiques, 10 000 pages contenues, tous flagués full IA, bon, je pense qu'ils ont une petite alerte. Mais c'est assez dingue, hein. Moi, j'ai vu des sites Black Hat monter à 2 millions de trafic mensuel, hein. C'est ultra impressionnant, hein. Bon, par contre, forcément, c'est toujours le jeu du chat et de la souris, hein. C'est qu'à un moment donné, Google adapte ses algos, hein. Pas se mentir, hein, le Black Hat a toujours été là et Google a toujours été là pour courir après. Nico, à ton tour. Allez, une nouvelle question. J'ai soigné l'écriture de mes articles en suivant l'ensemble des règles SEO, donc longueur de contenu, mots-clés, métadescription, images, titres, etc. Mais j'ai du mal à les faire remonter en première page sur les résultats de recherche. Quel est le moyen le plus efficace? Alors, c'est une question qui est un petit peu large.
Là, on part du principe où la rédaction a été correctement faite. Donc là, bon, la sémantique n'a pas été abordée, mais il faut également optimiser dans la sémantique de son article, hein, donc avec des outils comme SEMJ, là où on va chercher un champ lexical pour avoir un texte le plus riche possible sémantiquement. Une fois que ça c'est en place, les deux seuls leviers qui restent, c'est la partie technique. Est-ce qu'il y a des blocages, des problèmes qui pourraient bloquer justement donc l'indexation au niveau de ces contenus-là. Et puis après, s'il n'y a pas de problème technique, tout va bien. Mais après, le seul levier que l'on peut venir actionner qui est en parallèle justement de la rédaction, c'est le lien, où là, il faut venir pousser un petit peu avec du lien externe, mais aussi essayer de voir est-ce que les contenus sont bien maillés en interne, est-ce que les contenus sont assez proches de la page d'accueil pour être facilement crawlés et indexés aussi. Donc voilà, donc la technique, le maillage interne, et puis également un petit peu de lien externe. Oui, moi, je me permettrais de rajouter, si vos contenus n'arrivent pas à se positionner dans le top 3, déjà, le premier sujet, c'est comparer votre contenu d'un point de vue qualitatif auprès de l'internaute par rapport au top 3 concurrents. Est-ce que votre contenu apporte quelque chose qui est meilleur que le top 3 des concurrents? Ça, c'est vraiment le premier sujet. Hein. C'est vraiment produire un contenu qui est bien meilleur que le top 3. Et ensuite, l'autre enjeu, en plus du netlinking, ça va être toujours les histoires de cocon sémantique. Hein. C'est-à-dire, si vous faites 50 pages sur un sujet, vous avez plus de chances de vous positionner sur la thématique que si vous avez une seule page. Et un dernier point à vérifier, que vous n'êtes pas planté sur l'intention de recherche telle que l'algo de Google croit l'avoir deviné. C'est-à-dire que vous êtes super fier de votre contenu, vous l'avez en tête et tout. Et cet idiot de Google, il pense que l'intention de recherche, elle est un peu différente de ce que vous aviez pensé. Et les concurrents, eux, ils ont un contenu qui correspond pile poil à l'intention de recherche de Google. Donc, si jamais vous êtes un petit peu en déphasage, ça explique votre problème. Ouais. D'où l'enjeu de toujours analyser le top 3. Au niveau de la SERP. Toujours analyser le top 3. Demain, vous avez une catégorie e-commerce tribofinition. Non, elle ne se positionnera pas sur le mot-clé tribofinition. Hein. On a vu ensemble tout à l'heure. Il faut un article qui explique ce qu'est la tribofinition. Donc, toujours analyser le top 3, c'est la clé, comme dit Olivier. Alors, on a une question sur les images, Olivier. Oui, donc pour la recherche par image avec Google Lens, comment on fait pour bien optimiser les images? Alors, Google n'a pas donné la solution, ça serait trop simple. Hein. Moi, j'ai l'impression que déjà, la première des choses, c'est d'être ultra bon sur l'optimisation classique des images. Donc, évidemment, je ne parle pas du nom du fichier image, chose qu'on me dit tout le temps en premier et qui est une belle connerie. Non, la meilleure façon, c'est le contexte sémantique dans lequel l'image est placée dans la page HTML. Donc, la légende sous l'image, l'attribut alt, évidemment, et tout le contexte sémantique, de quoi on parle autour de l'image. Le paragraphe avant, le paragraphe après, le titre de la page, voilà. Ensuite, je suppose que Google utilise pas mal aussi les données structurées pour vraiment comprendre de quoi parle votre page et particulièrement chacune des images. Donc, si c'est des images, par exemple, sur une fiche produit, j'espère que vous avez mis les bonnes données structurées. Et dans les données structurées du produit, il y a des images possibles à mettre. Voilà. Donc, d'ailleurs, ça rejoint une autre question dont on va parler tout à l'heure sur les données structurées. Alors, ensuite, une bonne stratégie de contenu peut-elle suffire si je n'ai pas le budget pour refaire techniquement mon site et acheter des liens? Moi, j'ai envie de dire, il y a un peu… Alors, déjà, l'idéal, hein, c'est d'investir sur les 3 piliers. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Si votre technique, vous avez un gros problème bloquant sur votre technique, ne pourrait pas ranker. Hein. S'il y a un no-index sur l'ensemble de vos pages ou des problèmes de canonical, voilà. Donc, pareil, si vous n'avez pas de popularité sur votre site web, c'est compliqué. Donc, idéalement, il faut investir sur les 3 piliers. Ça, c'est très important. Et en parallèle, s'il y a un pilier à favoriser, alors je pense que chacun aura des avis potentiellement convergents ou différents, ça dépend aussi de l'autorité de votre site web. D'accord. Demain, vous me dites, j'ai un site web avec un domain rating de 0.
je vais vous dire, là, ouais, il faut quand même investir en netlinking, sinon ça va être compliqué. Si vous me dites, j'ai un domain rating super puissant de 70, là, je vais vous dire, ouais, vos contenus, normalement, en publiant plein de contenus, vous allez faire beaucoup, beaucoup de trafic. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder cette partie domain rating. Bien entendu, ça dépend des mots-clés que vous ciblez, de la concurrence du coup en face. Mais du coup, plus vous avez d'autorité sur votre site web, plus vous pouvez accélérer votre stratégie de contenu. Par contre, clairement, si vous partez de loin d'un point de vue autorité, popularité, là, c'est important, en plus du contenu, de mener des stratégies de netlinking. Et moi, personnellement, les marques où je vois les plus belles croissances, c'est vraiment les marques qui investissent sur les 3 piliers. Je vois qu'Olivier et Nicolas, vous ne réagissez pas, c'est con. On doit être en phase. Non, mais très bien. Non, mais effectivement, il n'y a pas de secret. S'il manque un des 3 piliers, c'est compliqué. Donc, il faut toujours actionner, si on peut, les 3 piliers, effectivement. Top. Nouvelle question, l'amplification de liens. Alors, l'amplification de liens, on a repris la question telle qu'elle était, mais c'est le lien vers le lien, donc bonne ou mauvaise pratique. Alors, le lien vers le lien, il y a 2 intérêts. Le premier, c'est de venir rentabiliser des gros liens que l'on a déjà achetés. Et le deuxième, c'est de venir passer plus de budget en termes de liens sur un site qui ne serait pas forcément légitime à en recevoir autant. Alors, pour vous expliquer ce que c'est le lien vers le lien, c'est que je possède mon site. J'achète un lien sur un site d'autorité, donc qui a de l'autorité, c'est-à-dire quand on achète un lien, il y a 2 éléments. Il y a l'autorité du domaine, plus le site est gros, plus il est influent et plus il aura de l'autorité. Et il y a aussi après la notion de jus transmis. Donc le lien vers le lien, on vient refaire des liens vers un site qui nous fait déjà un lien. Le but est de récupérer du jus SEO au travers d'un lien qui a de l'autorité. Quand on achète un gros média, ces médias publient beaucoup, il y a pas mal de publications qui passent dessus, donc l'article que l'on a acheté va prendre rapidement dans la profondeur. Donc on va perdre un petit peu du jus plus rapidement que sur un plus petit site. Mais il y a quand même une grosse autorité. Donc ce que l'on fait, la perte de jus interne qui est perdue via le maillage interne sur le site parce que l'article prend de la profondeur, ce jus-là, on vient le compenser par du jus externe. On renvoie des plus petits liens vers cet article-là qui, lui, refait un lien vers notre site. Donc voilà, donc on vient rentabiliser quand on achète un gros lien. Je vous incite vraiment à refaire du lien vers le lien pour venir rentabiliser au mieux ce gros lien. Et puis aussi, quand on est un tout petit site, qu'on a un gros budget, on ne peut pas forcément envoyer trop de liens vers son site parce que ça pourrait paraître manipulé et ça pourrait alerter Google ou un concurrent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait tampon, c'est-à-dire on achète des gros liens et on vient après renvoyer du jus, donc des petits liens vers ces gros liens. Et du coup, on n'augmente pas directement le nombre de domaines référents de son propre site. On vient passer justement du jus au travers d'autres sites derrière. Donc voilà l'intérêt du lien vers le lien, donc l'amplification de liens tel que ça a été posé par une personne. Merci à toi, Nico. Olivier? Alors, quelles sont selon vous les données structurées les plus intéressantes à utiliser en 2023 afin de booster sa visibilité sur la SERP? Alors, déjà, il y a des données structurées qui, j'imagine, sont déjà fournies ou insérées par votre CMS qui vont décrire l'organisation qui est derrière le site ou la personne, si jamais c'est une personne physique. Ou ça peut être aussi l'auteur sur chaque page où il y a un auteur qui est mis en avant. Donc ça, c'est assez indispensable et c'est la base pour moi. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est là aussi évidente, c'est toutes les données structurées qui sont décrites dans la doc de Google, tout simplement parce qu'elles ont un impact visuel sur les SERP. Donc, vous les connaissez, c'est les étoiles des avis, c'est le prix d'un produit ou sa disponibilité, c'est des recettes de cuisine, etc., etc. Donc ça, c'est adapté au cas par cas, en fonction de chaque niche, chaque verticale ou chaque type de page. La bonne pratique étant d'ailleurs d'aller espionner ce que les concurrents ont fait, comment ils ont fait pour avoir tel affichage. Vous prenez leur page, vous la mettez dans un outil de test des données structurées et vous avez les infos. Ensuite, il y a une troisième partie, c'est des données structurées pour lesquelles c'est très difficile de savoir si ça a un impact ou pas,
au niveau SEO. Donc, j'ai pas mal bossé sur ça, on va dire, il y a 2 ou 3 ans. J'ai eu quelques résultats avec plutôt des apparitions dans le Knowledge Panel et parfois même pour des produits. Donc, c'est pas tellement courant en français, mais je l'ai vu peut-être plus en anglais. Donc, en gros, ça, c'est quand on arrive à mieux décrire à Google de quoi parle notre page, mais en étant en fait hyper précis, quoi. En utilisant les données structurées les plus précises possibles. Donc, il faut aller voir sur schema.org tout ce qui est disponible. Bon courage, hein, il y a genre 800 modèles possibles. Voilà. Peut-être aussi que rajouter des données structurées qui décrivent précisément tous les éléments de votre page, ça peut aider Google à mieux indexer la page. Alors, j'ai déjà vu des réponses de notre ami John Muller sur ça, qui disait que ça n'avait pas, ou alors, en tout cas, ça en a si la page est très pauvre en contenu. Donc, si la page est très pauvre en contenu, mais qu'il y a des données structurées qui disent à Google, là, je parle de tel produit et tout, ça l'aide à bien comprendre et à faire ranker la page. Enfin, il y a quand même plus efficace, c'est de faire un meilleur contenu à la base, hein. Voilà. Peut-être aussi que Google l'utilise pour Discover ou Lens ou d'autres outils de ce genre. Je n'ai pas vraiment de confirmation. Ok. Alors, oula, grosse question. Mon client dispose d'un site e-commerce qui vend plusieurs fournitures de bureau. Donc la thématique fourniture de bureau. Nous ne travaillons qu'une catégorie pour le SEO. Les autres n'ont pas d'enjeu SEO. Est-ce un frein d'avoir 3/4 des catégories non optimisées, c'est-à-dire pauvres en contenu? Donc là, je comprends qu'il y a plusieurs catégories. On travaille 1/4 des catégories, donc potentiellement, il y a 4 catégories, quoi. Bon, enfin, en tout cas, il n'y a pas 2000 catégories. Et donc, du coup, vu que je ne travaille pas 3/4 de mes catégories e-commerce, elles ne sont pas optimisées, est-ce que j'ai un risque, en fait, d'un point de vue SEO? Est-ce que Google prend en compte la qualité globale d'un site dans ce cas? Vaut-il mieux séparer et créer un autre site pour les autres catégories n'ayant pas d'enjeu SEO afin de mieux ranker les catégories que nous optimisons? Bon, c'est assez large, mais la question est intéressante et il y a plusieurs éléments de réponse. Moi, pour ma part, déjà, je vais répondre à la question de est-ce que on mérite de créer un autre site web? Là, déjà, ça m'alerte quand je vois ce type de potentiellement d'axe. Pourquoi? Parce que créer un autre site web, déjà, ça a un coût. Et puis, on revient à cette histoire de ouais, mais tu crées un autre site web, il part from scratch d'un point de vue autorité. Qu'est-ce que tu as à gagner en fait? Et là, en plus, je comprends que la thématique, c'est fourniture de bureau. Donc, d'un point de vue business, au-delà du SEO, j'ai intérêt à ce que mes visiteurs voient les différents produits de fourniture de bureau que je vends pour faire du cross-sell d'une catégorie à l'autre. Donc, déjà, j'ai envie de dire, non, mais on va tout mettre sur le même site web, vu que la thématique, quand même, fourniture de bureau, le champ lexical est quand même assez proche, hein, on ne va pas se mentir. Ensuite, d'un point de vue purement SEO, bon, alors le sujet c'est est-ce qu'il y a 2000 catégories ou une ou que 4 catégories? Toujours est-il, moi je trouve ça très bien en fait de focaliser le travail sur une catégorie. Je m'explique, je le vois moi à travers énormément d'e-commerçants, hein. Nous, chez SMJ, le secteur numéro 1, c'est l'e-commerce qui utilise SMJ. Et souvent, je vois des clients qui cherchent à optimiser toutes leurs catégories en mettant du texte, etc., sur un maximum de catégories. Pour moi, ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, qui est celle d'ailleurs de Mano Mano à l'époque, elle est de dire, j'ai plein de catégories commerce, j'en prends une. C'est celle qui est la plus stratégique. Et celle-là, je vais faire le travail à fond. Pourquoi? Parce que, en fait, en faisant le travail à fond, c'est là où je me donne les moyens d'aller chercher le top 3. Et on sait très bien que c'est dans le top 3 que ça se passe. Alors que si je dilue tous mes efforts sur l'ensemble de mes catégories et que, par exemple, je passe de la 9e à la 8e position sur Google, ce n'est pas ça qui va faire que je connais une super croissance de chiffre d'affaires. Donc, il vaut mieux prendre une catégorie vraiment prioritaire. Et là, on optimise la catégorie, on fait un cocon sémantique, on fait le netlinking, tous les autres conseils qu'on vous a donnés. Bien entendu, on vérifie techniquement la partie technicale. Et là, une fois qu'on a fait ça, donc ça prend du temps, on se dit c'est bon, j'ai fait le travail. Là, cette catégorie-là, on a fait le boulot. Dans 6 mois, on va en récolter les fruits. Seulement maintenant, on peut passer à une deuxième catégorie prioritaire.
D'accord? Ça, c'est vraiment ce que je vous recommande d'un point de vue e-commerce. Ne pas diluer les efforts, faire les catégories une par une pour vraiment aller loin. Alors là, je parle d'un travail contenu netlinking, bien entendu, d'un point de vue technique. Quand vous optimisez techniquement un layout de page catégorie, ça va impacter au global le site e-commerce. Donc ça, le raisonnement est un peu différent. Est-ce que vous voyez est-ce que vous avez des avis là-dessus, Nicolas et Olivier? Non, mais écoute, Moi, très je suis bien, tu as d'accord. parfaitement répondu. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Nicolas, sur le fait qu'il faut aller au bout d'une thématique, d'une catégorie. Et ça sert à rien de saupoudrer. Voilà, ça c'est hyper, hyper important. Par contre, moi, j'ai quand même des retours sur le fait que la qualité globale du site, elle joue un rôle. Ça fait presque 15 ans, hein, depuis Panda, hein, en fait, hein, que Google a introduit cette idée-là. Donc, on peut très bien ne pas l'écouter pendant 15 ans, mais au bout d'un moment, voilà. Donc, n'allez pas créer des tonnes et des tonnes de pages si c'est pour ensuite dire oui, non, mais je ne peux pas m'en occuper parce que telle ou telle raison. Donc, concentrez-vous sur là où vous êtes bon, ou là où c'est stratégique. Faites-le à fond. Après, vous passez à la suivante. Oui, ça c'est un bon point parce que bon, moi je voyais 3-4 catégories là dans la question. C'est clair que si demain vous avez 2000 catégories produits et il y a les 3 quarts qui affichent 0 produit, il y a 0 contenu dessus, bon bah là vous diluez totalement la qualité de votre site web. Donc en effet, c'est Ouais. un très bon retour, Olivier. Et d'ailleurs, il y en a qui me disent ouais, mais moi j'ai 500 produits, comment veux-tu que j'optimise mes 500? Je dis mais pourquoi tu es allé mettre 500 produits si tu n'as pas les équipes pour gérer 500 produits? Elle est là, là, il y a une erreur de stratégie, quoi. Donc, faut pas faire ça. Top. Nico, à ton tour. Y a-t-il un intérêt d'avoir plusieurs pages de contenu pour un même service ou vaut-il mieux tout condenser sur une seule page? Alors ça, comme on l'a déjà dit, il faut avoir une seule page et la plus complète possible. Google n'aime pas faire des choix et il a un peu de mal quand il y a plusieurs pages avec un même contenu, ça pose automatiquement problème. Il faut avoir une seule page et comme je le répète toujours, c'est une intention de recherche, c'est égal à une page et c'est égal à un contenu qui soit optimisé. Donc là, la réponse, elle est très claire. Vous devez essayer de fusionner. Si vous avez des pages qui sont trop proches, même que ce soit des pages, des pages de présentation, des articles de blog, des produits ou des catégories, etc., il faut essayer de les fusionner pour pas avoir trop de pages qui seraient similaires. Ouais, c'est là où c'est important de bien faire matcher une page, un mot-clé, quoi. Vraiment très important cette Ah, partie. c'est ça. Et quand on dit un mot-clé, en fait, ça peut être plusieurs mots-clés qui ont la même intention de recherche. Par exemple, assurance auto, assurance Voilà. voiture, c'est la même chose. Très important. Tout à fait. Olivier? Alors, l'URL canonique, laquelle choisir? Leur utilisation désindexe-t-elle les pages? Leur fait-elle perdre du trafic? Bon, déjà, on va rappeler que l'URL canonique, c'est l'URL, on va dire, officielle sous laquelle vous voulez que Google indexe votre page. Voilà, donc en général, c'est une bonne pratique, enfin, c'est pas en général, c'est une bonne pratique que chaque page indique son URL canonique. Normalement, c'est votre CMS qui fait ça. Ensuite, s'il y a plusieurs pages qui utilisent la même canonique, effectivement, vous êtes en train de dire à Google, de toutes ces pages, je voudrais indexer qu'une seule URL. Donc, si c'est votre volonté, tant mieux. Si c'est une erreur technique, eh bien, c'est une bêtise. Voilà. Maintenant, Google, il ne va pas forcément suivre à 100% ce que vous indiquez comme canonique. C'est une indication pour Google. Il va utiliser aussi d'autres signaux pour savoir sous quelle URL indexer une page. Voilà. Après, la technique, par exemple, de dire j'ai un produit qui est disponible dans 3 couleurs et 5 tailles, je fais 15 URL et puis je mets des canoniques. Franchement, si vous voulez vraiment vous embêter la vie, vous faites ça. Vous compliquez la vie. Moi, je suis plutôt partisan de faire une seule URL et qu'à l'intérieur, on puisse changer les tailles et les couleurs, mais sans changer l'URL. Ça sera beaucoup, beaucoup plus efficace et plus simple en SEO. Oui. Alors, je me permets de rebondir sur les tailles et les couleurs.
Tout dépend si tu as des mots-clés peut-être en face avec du volume de recherche. Par exemple, robe bleue, je sais pas, médium. Admettons, tu as peut-être un enjeu quand même de cibler ce mot-clé-là avec une page spécifique. Pour un produit précis, c'est quand même assez rare. S'il y a un mot-clé avec du volume en face. Ouais. Le problème, c'est quand on le fait à l'échelle de tout le site, ou que donc tous les produits, dès qu'il y a des variantes, eh bien, c'est démultiplier les URL, et c'est fait comme ça sur tout le site. On est en train de multiplier par 5, 10, 50 le nombre d'URL que Google doit crawler, doit indexer, et après, c'est moins efficace. Voilà. Oui, alors ça, c'est un point super important, notamment en e-commerce. Sur des catégories produits, éventuellement des fiches produits, vous pouvez avoir énormément de combinaisons avec votre moteur à facettes, où l'enjeu, clairement, c'est que vous avez 80% des facettes, des combinaisons de facettes qui n'ont pas d'enjeu SEO, pourtant qui pourraient casser votre crawl budget. Donc là, clairement, il faut bien gérer cette partie-là. Tout comme vous avez certaines combinaisons de facettes où là, vous aurez des mots-clés avec du volume et c'est intéressant du coup de bien les sélectionner et de les whitelister entre guillemets d'un point de vue SEO. Alors ensuite, on a une question sur quelles sont les meilleures alternatives à Google Analytics selon vous. Alors, en plus, c'est un sujet depuis quelques mois, on ne va pas se mentir, puisque eh bien, Universal Google Analytics s'arrête cet été. Donc, normalement, tous les utilisateurs de Google Analytics ont le message, c'est la fin. On ne va pas se mentir, ça va faire un sacré switch quand même. Donc, globalement, en tout cas, moi, à travers les différents clients de CMJ, les retours que j'ai, puisqu'en fait, dans CMJ, ils suivent leur performance de leur contenu en connectant leur analytique, Search Console, Google Analytics Universal, Google Analytics 4. Et donc, on a eu énormément de demandes également sur Matomo. Qui a l'avantage en plus d'être une solution recommandée officiellement par la CNIL. Et on a également Piano Analytics, donc l'ancienne AT Internet. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, vous avez 3 gros choix, GA4, Google Analytics 4, Piano Analytics, Matomo. J'ai même entendu des Piwik Pro. Voilà. Nicolas ? La fameuse question d'actualité, les backlinks mythes ou réalité. Bon, en fait, effectivement, ça fait un peu référence à la com de Google. On sait très bien que Google essaie de nous dissuader de faire des liens, alors que son algorithme repose à la base sur les liens. Donc effectivement, Google, il peut pas nous dire de faire des liens, mais bon, voilà, le PageRank que Google nous masque maintenant depuis pas mal d'années, mais repose sur les liens. Donc aujourd'hui, les liens restent toujours efficaces. On a besoin de liens pour faire ranker son site. Après, il y a lien et lien aussi. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a parlé de rédaction, il y a de la rédaction qui peut être auto-générée de mauvaise qualité, de la belle rédaction, mais pour les liens, c'est la même chose. On a des liens qui seront de mauvaise qualité et des liens qui seront de bonne qualité. Et puis ça peut être des liens au travers d'une stratégie aussi, avec une réflexion plus globale. Donc aujourd'hui, les backlinks, ça c'est vraiment, vraiment difficile de faire sans, mais voilà, attention à la com trompeuse de Google, qui nous dit que les backlinks seront de moins en moins efficaces. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas possible que Google fonctionne sans faire référence au backlink. Vos avis là-dessus, vous, tous les deux? Alors, moi j'ai commencé le SEO il y a presque 15 ans. Pour le coup, à l'époque, les liens, le contenu n'était pas un sujet. Et le gros sujet, c'était les liens. Et donc, avant Panda Pingouin, peu importe le contenu de la page, on faisait positionner n'importe quelle page sur n'importe quel mot-clé. Il n'y a pas les histoires d'intention de recherche, etc. C'était d'une simplicité extrême. Le sujet, c'est combien de liens on pouvait créer. On ne va pas se mentir. Moi, mon avis, c'est que Google maintenant est beaucoup plus intelligent pour vraiment faire matcher la pertinence d'un contenu par rapport à une requête. C'est quand même la grosse évolution et ce qui fait que le secteur du content marketing explose. Cependant, clairement, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les liens sont super importants. Donc, Google dit on va réduire son importance, mais oui, mais si c'est pour réduire de combien de pourcents en fait? Si c'est pour réduire de 3%, 5%, 10%, est-ce que ça va vraiment changer les choses? C'est plutôt ça qui m'interroge, quoi. Ouais, carrément. Moi, j'essaye d'avoir une approche la plus pragmatique possible. Pour moi, on est passé de la punition
avec notamment les pénalités manuelles même qu'il y avait sur les backlinks artificiels, enfin dits artificiels repérés par Google, à aujourd'hui plus rien. Donc Google, c'est le grand silence. On ne sait pas si un lien est pris en compte par Google ou pas. Qu'il soit listé ou pas dans la Search Console, bon, c'est un indice, mais ça garantit rien du tout. On peut trouver des liens nofollow qui sont dans la Search Console. Donc, pour moi, un bon lien, bah, c'est un lien qui a aidé la page, qui a reçu le lien, à progresser. Donc, progresser, je ne le teste surtout pas juste sur un mot-clé, ou le mot-clé de l'encre du lien. Je le teste sur tous les mots-clés, toutes les requêtes sur lesquelles la page, elle sortait, et elle sort après le lien. Donc, il y en a qui ont vu passer. J'ai sorti une proposition pour vous simplifier ça avec mon outil RM Console. Et on a des super retours de gens qui nous disent c'est cool parce que je comprends mieux le genre de lien qu'il faut obtenir ou acheter, comme vous voulez, et le genre de lien qui apparemment n'a pas servi. Alors, on n'est pas certain, ça c'est clair, personne ne peut être certain que les liens n'ont servi à rien en fait, parce que parfois l'impact du lien il est trop faible, mais il peut être positif. Mais bon, nous on voudrait quand même investir dans des liens qui nous font progresser. On voit un avant et un après. Voilà. Donc voilà. Ça, il est très difficile. Il est très difficile aujourd'hui de se dire, voilà, j'achète un lien, est-ce que ce lien est efficace? Parce que déjà, Google ne va pas interpréter le lien immédiatement, il y a un temps. Et donc, c'est quand même assez difficile. Et ceux qui vont acheter des liens, un lien par-ci, par-là, etc., honnêtement, ça va être difficile pour eux d'arriver à voir si réellement les liens, les liens ont été efficaces. C'est pour ça que le mieux, c'est de déployer une stratégie. Et c'est cette endurance qui fait que le nombre de liens qui va être déployé tous les mois va faire que, effectivement, l'efficacité de l'ensemble des liens, même s'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, vont faire en sorte que ça va améliorer automatiquement le positionnement des pages. Oui, puis après, on peut essayer de raisonner aussi en mode, voilà, un lien, c'est quoi à la base en fait? Il y a un site web qui partage un contenu utile pour son audience et il y a un lien dans ce contenu qui peut intéresser l'audience à découvrir une autre page. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. C'est-à-dire un lien utile, c'est un lien potentiellement qui est cliqué et où le contenu derrière, il est utile aussi pour l'audience. Donc de le penser aussi d'un point de vue, je dirais, parcours utilisateur, audience. Donc un bon lien potentiellement sur un site qui fait du trafic, dans un contenu utile et qui pointe vers un autre contenu utile, quoi. Tout à fait, exactement. Et une deuxième question qui s'enchaîne, combien de backlinks par mois faut-il idéalement? Mais là, pareil, ça dépend. Chaque site a des besoins différents. Ça sera en fonction de son profil de lien, de ses objectifs, de la concurrence, de ses mots-clés. Cela varie aussi suivant le nombre de pages qu'il y a à pousser. Est-ce que j'ai une seule page à pousser sur le site ou est-ce que j'en ai plusieurs? Parce que si j'ai qu'une page, je vais un peu plus me limiter à envoyer un certain nombre de liens sur une même page. S'il y a plusieurs pages, on peut mettre un peu plus de liens parce qu'on les envoie sur plusieurs pages. Donc, voilà, donc c'est vraiment du cas par cas. Les stratégies de lien, c'est vraiment du cas par cas. Après, les cas que l'on revoit souvent, qui peuvent être identiques, c'est souvent quand on a un nouveau site, on a un nouveau site, on lance une marque, on lance un e-commerce ou autre chose. Bon, mais là, le site, il part de zéro, autorité zéro. Donc là, effectivement, on va démarrer doucement. On va démarrer avec des budgets qui seront pas forcément trop importants. Donc, on peut partir sur du 150, 200, 300 € par mois à peu près pour commencer déjà à générer les premiers liens. Et bon, on raisonne en termes de budget parce qu'on va éviter tous les mois de mettre le même nombre de liens. C'est-à-dire, je mets pas tous les mois, je mets pas, allez, tous les lundis matin, je pose pas mon backlink vers mon site. Non, on essaie, il y a un mois où on va acheter si on a un budget de 300 € par mois, il y a un mois où on va acheter un lien à 300 €. Le mois d'après, on peut acheter 3 liens à 100 €. Le mois d'après, on peut ne pas en faire parce que le mois d'après, on va acheter un lien qui va coûter 600 €. Et voilà, donc on essaie d'avoir une typologie de liens différents, de ne pas avoir toujours le même type de site qui apparaît, des sites qui soient plus ou moins gros, de ne pas avoir une même fréquence. Et on essaie d'avoir cette endurance, sur plusieurs mois qui va faire qu'automatiquement, on va gagner beaucoup plus de temps à faire démarrer un site grâce à cette efficacité-là, en fait.
Je me permets de rebondir d'ailleurs pour les sites existants, vous êtes déjà une autorité. Ce qui peut être intéressant, c'est de comparer votre courbe d'acquisition de referring domain, domaine référent, versus celle de vos concurrents. Donc, si vous voyez des concurrents qui vont très très vite en acquisition de liens et en trafic en parallèle, bon, bah déjà, ça vous donne un indicateur de « Ah, tiens, eux, ils sont à, je sais pas, 50 referring domaines par mois, ils sont en train de me distancier. » Ça peut vous donner un indicateur de quelle vélocité de referring domaine je dois acquérir potentiellement. All right. Et dernière question, je crois, Olivier. Dernière question pour Olivier. Ouais. Ok. À quel point le fait d'avoir un sitemap rempli d'URL redirigés en 301 est négatif pour le SEO, selon vous? Bon, à la base, on va pas dire que ça soit négatif. Ça va pas aider, ça va pas pénaliser les autres pages du site. Bon, faudrait savoir pourquoi vous avez un sitemap avec toutes ces redirections. Il y a un peu de cas de figure. Soit vous ne faites pas attention et votre sitemap il n'est pas à jour. Et donc, dedans, il y a plein d'URL en 301. Bon, bah, ça, ce n'est pas une bonne idée. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir dans votre sitemap les URL que vous voulez vraiment faire indexer. Mais il y a un deuxième cas particulier qui pourrait être suite à une refonte ou un changement d'URL et vous avez créé un sitemap spécial listant toutes les pages que Google doit en fait, traiter le plus vite possible parce que vous avez changé les URL. Drôle d'idée au passage, hein. C'est juste pour vous compliquer la vie, mais bon, voilà, je referme ma parenthèse. Pour les gros sites, allez, 100 000 pages, vous avez des questions de crawl budget qui sont importantes pour vous, les autres, pas vraiment. Dans ce cas-là, oui, il faut faire attention à ne pas avoir trop de 301 parce que Google il perd beaucoup plus de temps à les traiter que des codes de 100, des pages qui sont accessibles. Voilà. Top. Merci Olivier. Alors, je vous propose de répondre. Alors, on dépasse un peu le timing, mais autant traiter ces sujets quand même. Je vous propose deux choses. On va vous envoyer un petit lien pour aussi récupérer vos idées de sujets que vous aimeriez qu'on traite sur l'année 2023. Et en parallèle, je vois qu'il y a un certain nombre de questions dans l'onglet questions qui ont beaucoup de votes. On ne pourra pas répondre à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est on va répondre aux 5-6 premières. On dépassera un petit peu le timing. Et en parallèle, n'hésitez pas à ajouter sur LinkedIn Nicolas, Olivier, pour poser aussi vos questions, parce que je sais que quand on a une question, on a envie d'avoir la réponse. Ajoutez-nous sur LinkedIn. Allez, venez nous poser la question. On prendra le temps d'y répondre. Et là, je vous propose, c'est qu'on réponde aux questions, aux 4-5 questions qui ont le plus de votes. Donc, la première, étonnamment, elle est challenge, hein, cette question. Comment se positionner sur des mots-clés avec des fautes d'orthographe? Est-ce pertinent d'utiliser les alt textes pour cela? Il y a 23 votes dessus. Hein. Est-ce que vous avez un avis, Nicolas, Olivier? La première des choses, c'est d'aller taper la requête dans Google. Et vous allez peut-être avoir des surprises. C'est-à-dire que si Google il a compris de quoi vous voulez parler, eh bien, peu importe d'avoir fait la faute d'orthographe ou pas dans votre site, enfin, je préfère même être clair, vaut mieux que vous ne l'ayez pas faite, parce qu'à la base, votre site, vous le faites quand même pour votre audience, vos internautes. Alors, évidemment, on va trouver des cas particuliers où Google n'arrive pas à comprendre que c'est une faute d'orthographe, et pour lui, c'est un mot différent, même si le ranking il est assez proche. Dans ce cas-là, à mon avis, il y a beaucoup mieux à faire que d'aller jouer à glisser des fautes d'orthographe. Voilà. C'est ce que je recommande souvent aussi. Fut un temps, on travaillait avec accent, sans accent, au pluriel, au singulier, etc. Maintenant, Google analyse l'intention de recherche et va faire ses regroupements d'expressions. Donc aujourd'hui, voilà, il faut vraiment viser l'expression que les internautes vont taper le plus souvent et pas forcément essayer de jouer avec les différentes orthographes. Oui, puis maintenant, Google vous corrige votre requête s'il y a une faute d'orthographe dans la requête. Hein, ça, il vous le met directement. Donc ça, c'est voilà, est-ce qu'il a corrigé ou pas votre requête automatiquement? Et s'il ne l'a pas fait, en effet, de regarder la SERP. C'est la base de tout. Donc ça, c'était la question avec le plus de votes. On a une autre question. Comment faire pour éviter la cannibalisation entre des pages?
Première question, c'est comment on Allez, la Nico, repère? on te l'a dit. On te laisse. Bah, Pour toi, Nicolas, il faudrait d'abord la repérer, la cannibalisation. ouais, Enfin, je sais alors pas. ça, Il y a deux questions. non, mais ça, c'est un très bon point. Parce que justement, nous, on a passé du temps sur le sujet, parce qu'on a souvent la demande. Nous, ce qu'on fait pour repérer la cannibalisation, on regarde, dans SEMJ, vous pluguez votre site web, vous pluguez Search Console, on récupère automatiquement les pages de votre site web et les top mots-clés de chaque page Search Console, les top mots-clés Search Console. Et donc, on vous met un warning en mode, attention là, telle page, telle page, telle page, son top mot-clé, c'est le même top mot-clé que 5 autres pages. Et là, on commence à avoir des problèmes. Hein. Donc, la cannibalisation, c'est quoi? C'est quand vous avez, aux yeux de Google, plusieurs pages qui visent le même mot-clé. Là, il y a un sujet. Là, il y a un sujet où derrière, alors, il y a plein de cas de figure. Hein, c'est soit on fusionne les pages, soit on supprime les pages inutiles, etc. etc. Ça dépend de plein de sujets. Moi, l'enjeu premier, en fait, c'est pour éviter la cannibalisation. On va revenir à ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est une page égale une intention de recherche. Donc, potentiellement, une page égale un mot-clé. Et de faire attention à ne pas créer, par exemple, 10 articles de blog ou 10 pages e-commerce qui visent le même mot-clé. Allez, on enchaîne. La mise à jour d'un contenu existant a-t-il un effet bénéfique en SEO? Et si oui, quel nombre de mots doit-on mettre à jour pour avoir un effet bénéfique? Bon, là, je me permets de répondre sur la partie contenu. Mise à jour de contenu, oui, c'est ultra important. Il y a, par exemple, nous, il y a plein de clients en fait qui se disent, tiens, je vais investir par exemple 50% de mes efforts de contenu sur du nouveau contenu, 50% de mes efforts sur la mise à jour des contenus existants. Donc, c'est la clé de tout. Quand vous allez mettre à jour les contenus, ça va vous garantir du coup d'améliorer votre trafic SEO, hein, de maintenir les positions, de les améliorer, de faire des contenus meilleurs que les concurrents. Il faut savoir qu'une SERP, c'est mouvant. Hein, donc, les concurrents, il y a des nouveaux concurrents qui arrivent. Donc, c'est important sur vos contenus stratégiques de les mettre à jour. Souvent, j'ai la question, est-ce que tous les combien de temps? Ça dépend aussi de la requête, mais à minima, je dirais 6 mois, 1 an. C'est très clé et vous allez avoir des super gains parce que si vous mettez à jour un contenu qui est en 8e position sur Google et qui vise la première position, c'est simple, hein, c'est x15 de trafic. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et c'est très, très, très important de le faire. Et après, pour la longueur de contenu, là, j'ai envie de dire, c'est dans les recommandations SEO, c'est d'analyser la SERP. Donc, soit à travers SEMJ, soit vous regardez la longueur de contenu des concurrents. Alors, une autre question. Allez, avant-dernière question. On est encore sur l'optimisation de contenu. L'optimisation d'un article étant très chronophage. Du coup, c'est la question qui fait un peu suite. Titre H1, H2, référencement des images, métadonnées, champ SEO. Sur quel point clé conseillez-vous de nous concentrer un maximum pour un bon référencement? Ok. Comment répondre à cette question? Sur cette partie optimisation de contenu, moi j'ai envie de dire, vaut mieux optimiser moins de contenu, mais optimiser bien, que chercher à absolument optimiser plein de contenu, mais faire le travail moyen. J'insiste, hein, quand vous êtes en bas de première page et quand vous êtes dans le top 3 Google, c'est potentiellement x15 de trafic. Donc c'est super important de se dire, je me donne les moyens de faire un contenu qui est bien meilleur que le top 3 sur Google. Donc, donnez-vous les moyens parce que derrière, c'est là où vous allez faire x10, x15. Donc, voilà. Et après, sur quels sont les critères? Les critères, hein, c'est l'intention de recherche, un contenu plus profond que les concurrents, un contenu qui traite les intentions de recherche de l'audience, qui répond aux questions, etc. etc. Je dirais ça, c'est voilà, l'optimisation de base de son contenu, bien entendu, le maillage interne, cocon sémantique, etc. Allez, on va essayer de prendre une dernière question qui n'est pas du contenu. Hop là. Alors, je ne sais pas s'il y a des pièges. C'était la question suivante. Nicolas, tu me diras quelle méthode pour avoir des backlinks gratuitement? Eh ben, c'est le link betting, et il y a le link building où on vient manipuler les liens, et il y a le link betting où on vient appâter les liens. Et clairement, si vous voulez avoir de beaux liens gratuitement,
produisez de beaux contenus qui vont générer de beaux liens. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a quelques années en arrière, c'était plus facile. Maintenant, il y a tellement de ressources, il y a tellement de contenu sur le web qu'il est plus difficile qu'il y a quelques années d'avoir de beaux liens gratuitement. Mais voilà, on peut attirer de beaux liens via de beaux contenus. Après, il y a aussi des échanges de liens. Si on reste dans le mode gratuit, on peut essayer justement de faire des échanges de liens. Alors, pas forcément en direct, pas du site A vers le site B et B vers A. On essaie de le faire un peu par triangulation. Mais voilà, les échanges de liens et puis la production de beaux contenus. Alors, juste un truc, attention, un super bon contenu sans aucune promotion derrière, vous aurez à peu près 0 backlink. Hein. Oui. C'est affreux de dire ça, ou alors vous en aurez quelques-uns qui vont arriver et tout. Oui. Tant qu'à avoir créé un bon contenu, et puis si possible, en fait, c'est un contenu qui a été créé dans l'intention de récupérer des backlinks. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a un type de contenu qui marche ou qui marche mieux. Eh bien, ensuite, il faut faire la phase 2, la phase de promotion. Donc, au minimum, vous allez en faire la pub sur les réseaux sociaux. Mais un peu mieux, vous allez faire ensuite du mailing, enfin du mailing ciblé, je veux dire, des envois précis, soit des contenus qui rankent sur ce genre de sujet, mais vous leur montrez que votre contenu il est extrêmement de bonne qualité et vous vous permettez de les déranger parce que votre contenu est de qualité. Mais voilà, sinon, si vous attendez juste que ça arrive, ça va être très très peu, quoi. Voilà. Ça, c'est un excellent point. Je rebondis sur ce que dit Olivier. Ouais. C'est que souvent, les équipes marketing, elles investissent, c'est un peu la loi de Pareto, 80% de leurs efforts sur la création du contenu et 20% de leurs efforts sur la promotion. En fait, dans la réalité, il vaut mieux 10 000 fois faire l'inverse. C'est-à-dire, j'investis 20% de mes efforts sur du contenu, 80% sur la promotion. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est super important de promouvoir le contenu. Par exemple, vous avez des contenus qui sont très puissants en termes de link baiting, qui sont les études statistiques. Tiens, par exemple, SEMJ, là, on vient de lancer une étude sur l'état du content marketing. C'est très statistique, mais les équipes derrière, il faut aller contacter, par exemple, des médias, il faut faire la promotion par newsletter, etc., pour que ça génère des téléchargements. Et voilà, faut faire les efforts de promotion, comme dit Olivier. Et par exemple, là, maintenant, on a le blog du modérateur qui a repris l'étude, Abondance, etc. Mais voilà, faut amener ce contenu-là vers les canaux d'influence. C'est très important pour obtenir du coup des liens sur cette partie de link baiting. Allez, une dernière question pour toi cette fois, Olivier. Comment effectuer un changement d'année sur une URL d'un article tout en conservant son SEO? Exemple, j'ai une URL où il y a écrit 2022. Bon, il ne fallait pas avoir 2022 dans l'URL. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors sinon, je ne touche pas l'URL. Franchement, je ne m'emmerde pas. Sur mobile, les gens ne la voient même pas. En SEO, l'impact, il est inexistant pour moi. C'est la mise à jour du contenu qui est majeure. Voilà. Maintenant, si vraiment, vraiment, vous devez le changer, vous faites la technique classique de mettre à jour tous les liens internes, hyper important, et vérifier que la redirection 301 de l'ancienne URL vers la nouvelle se fait comme il faut en une redirection 301. Voilà. Mais bon, sinon, le plus simple, c'est de pas changer l'URL. On change le titre, on change le contenu, et voilà. Donc, évitez les années dans vos URL, clairement. Ah oui. Et oui, très important pour les rendre evergreen, tout simplement. Eh bien, merci à tous pour votre attention. On aura répondu à un grand nombre de questions. Et là, s'il restait plein de questions, donc je vous rappelle, n'hésitez pas, venez nous poser des questions directement sur LinkedIn pour qu'on vous y réponde, pour que vous puissiez attaquer l'année 2023 avec un maximum de sérénité. Un grand merci à vous, Olivier et Nicolas, pour ce webinaire. C'était vraiment top de vous avoir. Et puis, un grand merci à tous pour votre participation et on se revoit très bientôt pour un prochain webinaire et des nouvelles aventures. Bonne journée à tous. Okay. Salut. Ciao. Ciao.